Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Plus de 47 milliards de francs CFA décaissés pour les deux phases du projet microcrédit à la FIA. Le gouvernement du Bénin annonce une augmentation du prêt qui passe de 100 000 francs à 200 000 francs CFA, soit une augmentation de 100%. Des allègements sont également annoncés sur le taux d'intérêt et la prime d'assurance. Le grand format de ce dimanche revient donc sur les prouesses enregistrées par le microcrédit à la FIA. Les chiffres avancés révèlent-ils réellement un impact sur la réduction de la pauvreté? Quels sont les défis qui attendent la phase 3 du microcrédit à la FIA? Nous en parlerons avec un spécialiste des questions économiques. Je veux nommer le professeur Albert Rolancourt. Enseignant expert, il partagera avec nous son regard d'analyste et de praticien sur les effets concrets de ce dispositif dans la vie des ménages et sur l'économie nationale. Nous aurons droit, comme d'habitude, à la revue de presse hebdomadaire de Assimokani Assiongbo. Notre invité média nous vient de la télévision de service public Bénin TV, Rachidatou Biomama, on l'appelle. Avec elle, nous parlerons de l'investiture prochaine de Romuald Wadani comme candidat de la mouvance à Parakou. Nous aborderons aussi cette violence verbale qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux entre certains citoyens des peuples frères du Bénin et du Gabon. Le gouvernement béninois tape du poing sur la table et rappelle que toute violence verbale via le numérique est passible de poursuites judiciaires. La page culture de cette émission recevra un jeune artiste-chanteur qui prend ses marques sur la scène musicale béninoise. Sahel, on l'appelle, il prête sa voix aux sans-voix et personnes vulnérables, notamment les enfants de la rue. C'est un jeune rappeur qui laisse déjà ses empreintes dans l'arène musicale. Voilà ainsi déclinées les grandes articulations de cette émission que nous démarrons bien évidemment par le journal. Au sommaire de ce journal, le Bénin s'engage résolument pour la nutrition des enfants à travers une conférence internationale de 2 jours organisée à Cotonou. La rencontre dont les travaux sont lancés par le chef de l'État Patrice Talon porte sur le thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles 2025 la première édition du challenge vidéo JFI 2025. C'est à la faveur d'un point de presse animé par la directrice générale des Affaires sociales. Les explications de Nadège Aouga Kodo dans ce journal. Nous ferons également un tour au centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution de WIDA qui vient de recevoir un robot de dernière génération. L'acquisition de cet outil vient renforcer les capacités du centre à mieux former les stagiaires. Grâce au soutien de ses partenaires internationaux, le Bénin franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les risques liés aux mines et aux engins explosifs. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le Bénin s'engage résolument pour la nutrition des enfants. Comme il se doit, le gouvernement organise une conférence internationale à cet effet sur 2 jours à Cotonou. La rencontre porte sur le thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Le chef de l'État, Patrice Talon, a lancé les travaux de ce samedi. Voici le compte rendu de William Cliquant. Les partenaires au développement, au rang des mieux lotis du monde, s'accordent avec le gouvernement béninois sur le bien fondé de cette cause portée. Le vice-président de la Banque mondiale, la vice-présidente principale de la Banque africaine de développement et le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations unies pour l'enfance ont fait le déplacement de Cotonou. Tous sont convaincus à la fois de l'impératif de mobilisation de ressources au profit de la nutrition, mais aussi de son urgence pour le développement durable. C'est clair que les bénéfices d'investir dans la nutrition ne sont pas des bénéfices qu'on voit tout de suite. Il s'agit des bénéfices qui vont se produire dans la durée. Or, nous savons quand on fait que de la politique, on est souvent tenté d'investir dans des bénéfices qu'on peut voir immédiatement. Mais lorsqu'on fait la politique de développement, oui, on investit
dans des initiatives dont les résultats se produisent dans la durée. À cette conférence internationale sur la nutrition, les avancées significatives que le Bénin a enregistrées grâce au programme des cantines scolaires sont louées. Le pays, engagé désormais dans la supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et plus aux enfants, est aussi félicité d'être le précurseur d'une telle action de développement en Afrique de l'Ouest. En cela, le gouvernement ne veut rien improviser. Des chercheurs de la trempe des plus avertis en matière de nutrition sur la planète sont invités aux réflexions de 2 jours à Cotonou. Ils apportent leur expertise pour monter la charpente des actions successives à mener dans le contexte béninois. Il nous faut décider de nous engager et d'investir massivement dans la nutrition afin qu'elle devienne pour nous un puissant levier de santé publique, de réussite scolaire et professionnelle, de productivité économique et au total de prospérité nationale et continentale. Ce faisant, nous pourrons nous passer sans regret des richesses du sous-sol, de l'aide au développement. Nous pourrons rattraper notre retard sur les pays développés. La conférence inaugurale de ces travaux a été livrée par professeur Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. Également au menu, des panels interdisciplinaires et multisectoriels. Et ce qui se passe sur le terrain. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles 2025, la première édition du Challenge Vidéo Jiffy 2025. C'est à la faveur d'un point de presse animé par la directrice générale des Affaires sociales, Nadège Aroga Kodo, qui donne ici les détails sur cette initiative. Nous lançons le Challenge digital La Voix des filles, qui vise à donner la parole aux filles afin qu'elles s'expriment à travers des vidéos courtes dans lesquelles elles partageront leurs perceptions des actions entreprises à leur attention, leurs rêves, leurs initiatives et leur engagement pour construire un avenir radieux. Chères filles béninoises âgées de 24 ans au plus, ce challenge est donc le vôtre et vous êtes invités à y participer massivement en réalisant une vidéo d'1 minute au maximum et en l'envoyant au plus tard le 6 octobre 2025 au numéro WhatsApp +229 01 57 29 54 25 dédié à cet effet. Un jury impartial a été mis en place pour évaluer vos productions et sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui seront récompensés lors de la cérémonie officielle de remise des prix prévue le 15 octobre 2025 à Cotonou. L'occasion vous est ainsi donnée de montrer votre créativité, vos ambitions et vos talents, mais aussi de témoigner de l'impact positif des réformes et des actions entreprises par le gouvernement dans vos vies. On travaillera de façon impartiale à sélectionner, à visualiser d'abord toutes les vidéos. Donc, on voudrait rassurer les filles que toutes les vidéos qui seront envoyées seront visualisées. Ensuite, le jury, sur la base des critères que sont la pertinence du message que véhicule la vidéo, la créativité que cache ou que comporte la vidéo, la qualité de la vidéo en elle-même et l'impact que cette vidéo peut avoir sur toutes les autres filles seront les critères sur lesquels le jury travaillera de façon très impartiale pour sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui touchent vraiment à des sujets clés qui peuvent impacter les autres filles et construire, amener d'autres filles à être plus motivées, à lutter pour la protection de leurs droits et à s'engager davantage. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est soutenu dans son initiative par ses partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF. La représentante de l'organisme international parle ici de l'intérêt porté à ce challenge. Nous allons suivre Éléonore Sogloron. Elle est spécialiste protection de l'enfant au sein de l'UNICEF. Ce concours s'inscrit dans une dynamique essentielle, celle de donner la parole aux filles.
de valoriser leur créativité et mettre en lumière leurs aspirations en lien avec le thème de la Journée internationale de la fille de cette année 2025 qui s'intitule « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises ». À travers ce challenge, nous souhaitons soutenir la campagne La Voix des filles et amplifier la visibilité des réformes en leur faveur. Mettre en avant le rôle des filles comme actrices de changement, encourager toutes les filles de tous les départements à participer nombreuses avec audace et créativité. Chères filles, ce concours est une opportunité pour vous d'exprimer vos voix et de montrer plutôt que vous êtes prêtes à relever les défis de demain. Votre participation est le cœur de cette campagne. Nous sommes convaincus que vous avez beaucoup de choses à dire et à montrer parce que vous êtes pleines de talent, d'idées et d'énergie pour contribuer au développement du Bénin. L'UNICEF ainsi que les autres partenaires demeureront aux côtés du gouvernement pour que chaque fille ait les mêmes chances de réussir et de s'épanouir pleinement. C'est le lieu de remercier les bailleurs qui nous soutiennent, en particulier les ambassades des Pays-Bas, du Canada et du Luxembourg, pour tout leur soutien. Parlons à présent de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin qui a tenu ce mardi son assemblée générale ordinaire. Les travaux lancés par le représentant du ministre de l'Économie et des Finances se sont tenus en marge de la CENAMIF. Voici les précisions de Esther Tofa. Ils ont rassemblé les acteurs des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Les échanges ont porté sur le rapport d'activité des conseils de gouvernance, l'évolution du secteur et le résultat de l'exercice écoulé. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre gouvernance sectorielle, la consolidation des acquis et l'ouverture des perspectives ambitieuses pour notre réseau et l'ensemble des organisations membres. Notre action collective doit viser la mutualisation des efforts, l'échange de bonnes pratiques et la protection durable des intérêts des clients et des communautés. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin, encore appelée Consortium Alafia, est soutenue dans ses actions par plusieurs partenaires techniques et financiers dont la coopération luxembourgeoise au Bénin. Ce soutien devrait permettre aux IMF de continuer à honorer leurs engagements envers les épargnants, de maintenir leur capacité à octroyer des crédits et de protéger la confiance des clients et des partenaires. En dépit des résultats obtenus par la PSFD, plusieurs défis restent à relever, dont le premier rapport à l'adaptation des systèmes financiers décentralisés à la nouvelle loi numéro 2025-14 du 2 juillet 2025. Le gouvernement réitère à cet effet sa disponibilité à accompagner le consortium. Je réitère l'engagement fort de l'État à vos côtés pour accompagner la transformation du secteur, soutenir la formation, renforcer la concertation et promouvoir des partenariats innovants. Vos échanges de ce jour, qui se tiennent environ 3 mois après la promulgation de la loi réglementant la microfinance, devront vous aiguiller vers un engagement collectif et une responsabilité partagée, gage d'un secteur assaini et durable, garantissant le renforcement de la confiance de vos clients et une plus grande transparence des opérations financières. L'Assemblée générale s'est tenue en marge de la Semaine nationale de la microfinance qui a pris fin ce 25 septembre 2025. Qu'est-ce qui a motivé le soutien des principaux partis de la mouvance à la candidature de Romuald Ouadani? Reçu sur le plateau de l'émission spéciale En route vers 2026, le député Malik Gomina, membre du bloc républicain, a donné les raisons de l'unité de la mouvance autour de l'unique candidat de la majorité à la présidentielle de 2026. Nous allons suivre ces explications. Parce que la tête de Patrice Talon plaît
à notre majorité que nous sommes autour de lui. C'est parce que la façon dont il conduit notre pays vers le progrès nous plaît que nous y sommes. Et donc, si nous voyons qu'il y aurait une rupture entre ce qu'il a prôné et ce qu'il a fait, et la suite, nous n'allions pas accepter de le suivre. C'est parce que ce qu'il nous propose adhère à ce que nous voulons, c'est pourquoi nous suivons. C'est pourquoi je dis qu'il y a une adhésion. Le produit qu'on nous propose, c'est un produit vendable. Je dis, qui a montré ses preuves? Et donc pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous puissions aller vers des questions de soi et autres, alors même que nous avons eu la chance d'avoir un produit qui sera très facilement vendable, que les Béninois vont acheter pour que la marche du pays vers le progrès se poursuive. Qui n'est pas content de ce que le Bénin est devenu ces 9 dernières années? Et toujours dans cette émission, le député Malik Gomina s'est également prononcé sur ce que les populations pensent du choix de Romuald Wadani comme candidat de la majorité présidentielle. Je vous invite à suivre. Que moi je sois par exemple le président de la République du Bénin et que le Bénin fasse un passage à vide de quelques années avant de reprendre sa marche vers le progrès, ou que Romuald vienne ici et tout de suite et que la marche du progrès se poursuive et que les Russes continuent d'être asphaltés et que l'eau soit disponible, l'électricité soit disponible. Qu'est-ce qui est meilleur pour ces populations-là? Elles choisissent, elles comprennent parce que nos rapports sont des rapports de confiance. Elles savent que les choix que nous faisons, ce sont des choix qui sont meilleurs pour eux et pour nous. Oui. Autre volet de l'actualité nationale, Cotonou accueille la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA. C'est un rendez-vous d'experts qui entend explorer les défis majeurs sur la formation et l'employabilité des jeunes à l'ère du numérique au sein de l'espace. La rencontre a réuni différentes personnalités en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des 8 pays de l'Union. Les travaux ont été officiellement lancés ce vendredi à Cotonou par le ministre Abdoulaye Biotchane. Nous allons suivre. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le dispositif de formation professionnelle préoccupe les hauts responsables du domaine de l'espace UEMOA. Des experts venus des 8 pays de l'Union mûrissent leurs réflexions sur un défi majeur des temps modernes, l'emploi et la jeunesse à l'ère du numérique. La 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et la formation professionnelle se penche donc sur les opportunités de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, de même que les compétences d'avenir des jeunes. Ce thème donc traduit parfaitement l'urgence d'adapter nos politiques aux réalités nouvelles et d'investir massivement dans la formation aux compétences numériques. Nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées. Au cours de cette 16e conférence, nous aurons à examiner et adopter plusieurs recommandations qui traitent des questions importantes dont la contribution de la formation professionnelle dans la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. L'atteinte de ces objectifs permettra à notre organisation de faire des avancées notables au niveau opérationnel. D'ici 2050, l'Afrique va compter plus de jeunes que le reste du monde. La formation de cette cible pour son employabilité s'impose alors au premier plan des enjeux. Le Bénin, pour sa part, a fait des choix d'ancrer emploi et formation dans sa stratégie nationale de développement. Notre gouvernement a doté le Bénin d'une vision à l'horizon 2060. 2060, c'est l'année au cours de laquelle le Bénin aura 100 ans. Et pour cela, notre vision, qui s'appelle Alafia, un monde de splendeur, engage le pays sur plusieurs décennies. L'Union dispose d'atouts considérables pour faire de la transformation numérique un véritable moteur d'employabilité et de stabilité des jeunes. Les présents travaux vont accoucher de nombreuses orientations stratégiques pour hisser les politiques d'emploi et de la formation professionnelle à la hauteur des défis de l'heure. Mes amis du Sénégal, il n'est jamais trop tard. Je l'annonçais en titre, grâce au soutien de ses partenaires internationaux, le Bénin franchit une nouvelle étape dans la lutte
contre les risques liés aux mines et aux engins explosifs. Le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles et de déminage et de dépollution de Ouida vient de recevoir un robot de dernière génération. L'acquisition de cet outil renforce les capacités du centre à mieux former les stagiaires. Teddy Goudalo pour le compte rendu. Depuis cette cabine technique, l'engin robotique que voici effectue une démonstration de déminage et de dépollution sous le contrôle d'un téléopérateur. Désormais, ce bijou technique entre dans l'arsenal du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, colonel Jean Kouagou Mpina de Ouida. Le MK3 Caliber est un robot de taille moyenne, robuste et polyvalent, conçu pour la manipulation d'engins explosifs IED à distance, les procédures de render safe, la reconnaissance et la surveillance, la récupération d'objets dangereux ou suspects. Je voudrais donc profiter de cette heureuse circonstance et l'opportunité qui m'est offerte pour renouveler ma gratitude la plus sincère à tous les pays et organisations qui contribuent au rayonnement et au renforcement des capacités du CPADD depuis sa création en 2003. Le robot MK3 Caliber est acquis grâce au programme dénommé Mécanisme de stabilité des États côtiers financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne. Son arrivée au Bénin permettra de renforcer la reconnaissance internationale des formations dispensées par le CPADD. Le Royaume des Pays-Bas, en conjoint avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, se réjouit d'accompagner le Bénin à travers le programme MSEC et les autres programmes en cours dans cette démarche et réaffirme la solidarité indéfectible avec le peuple et institutions de la République du Bénin. Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, au nom du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, je vous adresse nos remerciements les plus sincères. Tout le personnel du CPADD se réjouit de l'engagement des donateurs qui rend possible cette reconnaissance de ces formations par les Nations Unies d'une part et la délivrance de tous les modules de formation en contre-IED d'autre part. Mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, ce mécanisme régional appuie également le Togo et le Ghana. Objectif, consolider la présence de l'État et améliorer les relations avec les communautés locales afin de promouvoir la stabilité dans les zones stratégiques. L'ambassade de Chine près le Bénin commémore demain lundi 29 septembre 2025 à Cotonou le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En prélude donc à l'événement et en signe de bonne coopération qui existe entre le Bénin et la Chine, nous vous proposons un magazine sur les relations sino-béninoises à travers une jeune actrice béninoise qui, après ses études à l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Calavi, fait aujourd'hui sensation dans le 7e art en Chine. Raudot Alazi Soumaïla, surnommée la Moulane africaine, incarne à travers le cinéma la modernisation à la chinoise, une véritable passerelle entre deux mondes culturels, le Bénin et la Chine. Suivant. Surnommée Moulane, Raoudat incarne la force et la grâce, tout comme le personnage légendaire dont elle porte le nom. C'est une jeune béninoise au parcours atypique, mais très inspirant, et qui connaît actuellement une ascension fulgurante sur les écrans chinois. Alazi Raudot, c'est une fille qui a grandi, qui est née et a grandi ici au Bénin. Can you help me to clean up the tofu? Money. 什么？我就不给了。 Un jour, j'étais avec ma tante et on regardait les novelas. Mais c'est de là que j'ai eu l'idée de la Chine. C'est une dans mon cœur. J'ai dit que non, il faut que j'aille dans ce pays-là. Oui, c'est ma nièce. Elle est un peu restée avec moi avant de partir. Et je la trouve très combattante parce qu'elle s'est faite toute seule. C'est ce que je peux dire. Et ça n'a pas été facile. Déjà ici,
Après son bac, elle est allée s'inscrire pour me dire que c'est le chinois. Le jour là, j'étais vraiment très fâchée. J'ai dit, mais ça va te rapporter quoi dans ta vie? Il y a les militaires. Avec son rôle marquant dans le film Form the Police Unite et sa belle performance dans la série Happiness Junkao, diffusée sur CCTV1, Raoudat prouve qu'elle est bien plus qu'une simple actrice. C'est une pionnière qui ouvre la voie à d'autres talents africains dans le cinéma international. Moulane, ce nom, c'est le DG de CR5 de la route de Godomekpao qui m'a donné ce nom. Lorsque notre moulin est arrivé au chantier, son patron l'a apprécié beaucoup en raison de sa belle performance pendant le travail. Elle était dynamique et sympathique. Pas peur des difficultés, pas peur de la fatigue en tant qu'une jeune fille vient de sortir de l'université. À chaque fois, je veux perdre ou je veux laisser tomber, je dis que non, je m'appelle Moulane, je ne peux pas je ne peux pas dévaloriser ce nom chinois-là. C'est pas parce que je porte le nom d'une héroïne chinoise et en tant que béninoise aussi, je suis aussi une Amazone. Donc, ces deux énergies sur moi, c'est quelque chose que je ne peux pas abandonner. Nous sommes prêts à témoigner devant le tribunal. Je veux que justice soit faite pour ma famille. À travers son parcours, Raoudat Soumaïla Alazi incarne l'espoir de la détermination. Elle est la preuve vivante que le talent n'a pas de frontières. Elle incarne la culture africaine, en particulier la culture béninoise. C'est toute une fierté. Hein? Imaginez-vous, en fait, nous recevons les étudiants ici qui n'ont aucune base en chinois. Et si après leur formation, ils deviennent des champions, des stars, ce n'est que notre fierté. Je me souviens toujours le jour où nous étions à l'aéroport de Cotonou pour dire au revoir à cette jeune étudiante et souhaiter la bonne chance d'études en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir une étoile montante. Avec chaque rôle qu'elle interprète, elle tisse des liens entre l'Afrique et la Chine, unissant des cultures par le pouvoir du cinéma. Il y a une fan chinoise qui m'a écrit, elle a dit que c'est la première fois depuis qu'elle est née que sa grand-maman regardait les séries chinoises, parce que j'étais dedans. J'ai dit waouh! 我前不久，大概在2个月以前，我看到中国的新闻报道，就木兰在中国参与一个电影拍摄，跟世界著名明星成龙在一块儿，我感到特别的欣慰。我觉得这是中贝交往、中贝友谊，经过几十年的这种合作的一个非常闪亮的一个点。J'en suis sûr, elle sera le bon solide en servant non seulement les échanges entre le peuple chinois et béninois, mais aussi la promotion de l'amitié sino-africaine. Je pense que le gouvernement béninois a intérêt à encourager ceux qui font un effort personnel. Parce que Moulane, en fait, elle est partie, c'est elle qui a payé ses études, donc elle n'a pas eu la bourse pour continuer. Et l'université de film, c'est très cher. Il faut déjà que le ministère de la Culture l'accompagne mieux et les affaires étrangères. Il y a tout ce beau monde qui doit l'accompagner. Bien plus qu'un surnom, Moulane, l'Africaine, est le porte-flambeau d'une vision, une histoire, une voix qui mérite d'être entendue. Moulane 229, c'est le début d'un rêve entre la Chine et le Bénin. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous recevons tout de suite l'invité de la semaine.
professeur Albert Onloko, vous êtes économiste, enseignant, expert. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre programme très chargé. Bonjour, Gaba. Ouais. Je l'annonçais en début d'édition, je disais plus de 47 milliards de francs CFA sont décaissés dans le cadre des 2 phases du projet microcrédit Alafia au Bénin. Avant d'analyser l'impact socio-économique de ces chiffres qui agitent l'actualité bien évidemment depuis quelques jours, pouvez-vous nous dire la place qu'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire actuellement, le microcrédit Alafia dans le paysage financier décentralisé béninois, notamment après les récentes évolutions réglementaires de l'UEMOA? Oui, bon, c'est en fait... c'est une évolution du microcrédit aux plus pauvres, hein, et que, comme son nom l'indique, on s'adresse à une couche qui est démunie. Mais paradoxalement, c'est une couche qui est exclue du système bancaire. Et quand cette couche-là veut s'informer, généralement, c'est à travers des crédits usuraires. Ce qu'on appelle crédit usuraire, c'est le système où on dit on achète l'argent. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous prête 1000 francs parce que vous êtes dans l'urgence et dans un mois, il va prendre 2000. Donc, ça fait déjà 100%. Quand vous multipliez ça par 12, ça fait 1200%. Donc, ça replonge les gens dans la pauvreté. C'est nous qui avons vécu au village pendant notre enfance. On sait comment ça se passait. Parfois, le producteur, il a son champ qu'il est en train de cultiver, mais la période des récoltes n'est pas arrivée, mais il a un besoin urgent d'argent. Et dans ce contexte, il peut demander au voisin qui est relativement aisé de lui acheter le produit sur pied. Et quand on l'achète, c'est pratiquement la moitié du prix. Oui, et c'est la moitié du prix qu'on achète le produit. Donc, et ça, quand la récolte sort, il perd sa dette avec la récolte et il replonge dans la pauvreté. Donc, le microcrédit aux plus pauvres, où le microcrédit est arrivé pour pouvoir contrer ce crédit usuraire qui plonge les démunis dans la pauvreté, et dans un cercle vicieux de pauvreté. Et c'est en cela que le crédit, le microcrédit Alafia, qui est un mécanisme modernisé du microcrédit aux pauvres, est une excellente chose. Oui. Et quels sont les impacts les plus significatifs de l'impact du microcrédit Alafia sur la réduction de la pauvreté et surtout l'autonomisation économique des populations défavorisées? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, parce que ça vous permet d'éviter les crédits usuraires. Les crédits où vous allez payer des taux d'intérêt alarmiques. D'accord. En tout cas, quand vous n'arrivez pas à payer ces taux, les gens, ils mettent même des mécanismes en place parce qu'ils savent que c'est illégal de prêter de l'argent à quelqu'un et de doubler le taux, ou de tripler ou de quadrupler le taux. Généralement, quand ils vous prêtent ce genre d'argent, ils mettent dans les papiers que vous leur avez empruntés tout. En tout cas, ils mettent en même temps le capital et l'intérêt, que c'est ça que vous leur avez prêté. Et quand vous allez même à la police dit non, mais c'est un abus de confiance puisque vous leur avez emprunté de l'argent et que vous n'avez pas remboursé. Donc, dans ce système, le microcrédit au plus pauvre vient éviter. Donc, son impact premier, c'est quand même d'éviter ces crédits usuraires et de ne pas plonger les gens dans la pauvreté. Deuxième chose, les gens, ils ont des idées pour faire des activités rentables, ou ce qu'on appelle les activités génératives de revenus, qui vont leur apporter, mais généralement, ils n'ont pas les moyens. Et ce qui est intéressant dans le microcrédit Alafia par rapport au microcrédit aux plus pauvres, c'est la manière dont on l'a modernisé. D'abord en digitalisant, c'est-à-dire pour avoir le crédit, et pour rembourser, vous n'êtes pas obligé de se déplacer. C'est un élément extrêmement important parce que non seulement c'est bon pour l'emprunteur qui ne se déplace pas pour rembourser, mais aussi c'est bon pour l'institution de crédit qui est l'intermédiaire parce qu'on rembourse automatiquement et là, ça permet d'être remboursé et de prêter encore cet argent. Donc, quand vous avez dit, par exemple, qu'on est à 49 milliards ou 52 milliards, ce n'est pas le montant que le gouvernement a mis dans le mécanisme. Le gouvernement a mis pratiquement pour les prêts 15 milliards. Mais comme c'est un système de revolving où les gens, on prête à certaines personnes 6 mois après, ils remboursent, ou 10 mois après, ils remboursent.
on prête encore à d'autres personnes. Donc l'argent circule, l'argent tourne. Et ça permet à l'activité de fonctionner. Oui, c'est vrai qu'on dit qu'un bon microcrédit, c'est un bon remboursement. Oui, absolument. Est-ce que les chiffres de remboursement sont véritablement synonymes d'amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires et de leurs familles? Oui, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui, parce on peut aussi payer par contrainte, hein? Oui, dans un premier temps, oui. Parce que si vous êtes vraiment dans une situation d'impossibilité de payer, vous ne pouvez pas payer. Donc, si vous payez, c'est vrai qu'il y a l'espérance que si vous payez, on va vous prêter encore. Parce que si vous ne payez pas, on ne vous prête pas. Surtout que c'est organisé en phases. Et dans une première phase, on peut vous prêter de 30 à 50 000 francs. Et dans une seconde phase, on peut aller jusqu'à 100 000 francs. Et dans une troisième phase qui est en vue, on peut aller jusqu'à 200 000 francs. Si vous ne montrez pas une certaine crédibilité dans le système, on ne va pas vous payer. Donc, les gens paient pour pouvoir bénéficier de ce crédit. Mais on peut penser aussi que c'est parce que ça leur sert. Je vous dis un exemple. Même si ce crédit-là est utilisé comme un crédit de consommation, c'est aussi une bonne chose. Parce que, je vous ai dit, dans certains villages, par exemple, les parents qui ont scolarisé leurs enfants et qu'on a dit de payer les fournitures ou de payer les frais de scolarité, ils n'ont pas les moyens. Et quand on renvoie les enfants, ils peuvent aller voir le voisin pour dire « Ah, j'ai mon maïs au champ, ce n'est pas encore sorti, je vais vous vendre ça à l'avance. » Et puis on les exploite dans ce mécanisme. Maintenant, si ce crédit arrive, ça peut permettre... C'est un crédit de consommation, mais en même temps, à cause du taux qui est relativement bien étudié, ça permet aux gens de ne pas être appauvris par un mécanisme qui les escroque pratiquement. Oui, mais dites-nous, professeur, est-ce que le microcrédit Alafia, tel que nous le connaissons aujourd'hui, favorise la formalisation du secteur informel ou maintient-il les micro-entrepreneurs dans une logique de subsistance? Parce que le secteur informel est toujours dans le système. Oui, pour les mécanismes de formalisation, c'est extrêmement intéressant. Ça dépend de tout ce qui est associé à ça. Parce que comme on utilise les plateformes, il faut identifier les gens. Oui. Le Fonds national de microfinance, bon, quand on dit Fonds national, c'est toujours le gouvernement, a aidé par exemple les bénéficiaires à avoir le certificat d'identification personnelle, ce qui est déjà une carte et qui est un premier niveau de formalisation. Parce que le secteur informel, si vous pouvez identifier le gérant ou la personne, c'est une sorte de formalisation déjà. Et comme il ne paie pas des plateformes, tout ça, il rentre dans une certaine économie informelle. Mais dans une certaine économie formelle, mais ce n'est pas, l'occasion de les taxer non plus, puisque dans ce mécanisme, l'État est en train de subventionner. Donc il faut rassurer les gens que cette méthode de formalisation n'est pas liée à une fiscalisation du secteur, puisque la couche qu'on est en train de viser, c'est une couche qu'on veut sortir de la pauvreté, mais ce n'est pas une couche qu'on veut fiscalisée en tant que tel. D'accord. Le gouvernement annonce l'augmentation du prêt qui passe de 100 000 francs à 200 000 francs. Le plafond du taux d'intérêt est réduit. La prime d'assurance l'est tout aussi. Ce qui m'amène à savoir si le microcrédit, par ces taux d'intérêt et ces conditions que je viens d'énumérer, peut-il engendrer des cas de surendettement ou exacerber certaines conditions sociales? Parce que là, on a dit tout à l'heure, comment rembourser? On peut être contraint de rembourser. Oui. Surendettement, ça dépend. Parce que je me rappelle en 2007, quand on avait lancé le microcrédit aux plus pauvres, c'est une activité extrêmement intéressante à ses débuts. Parce que les ans que j'ai donnés, vous allez dans un village où personne ne vend de la cassa, par exemple, et puis vous voyez une bonne dame qui dit j'ai pris 30 000 francs ou j'ai pris 100 000 francs, j'ai acheté les ustensiles de cuisine, j'achète du maïs et je fais de la cassa. Vous voyez, elle va vendre ça dans le village d'un seul coup. Et peut-être arriver même à des bénéfices de 200%. Mais si dans le même village, on ne commence pas à donner de microcrédit à d'autres femmes, la mévente va s'installer. Et dans ce cas, il faut peut-être utiliser d'autres technologies. Il faut pouvoir conserver la cassa, il faut pouvoir faire un certain nombre de choses. Et à un moment donné, il ne peut même pas vendre. Donc, ce qui veut dire que pour ne pas mettre des gens dans une situation d'endettement et pour que ça continue à avoir d'impact, il faut faire une très bonne étude pour savoir que dans certains environnements, il faut limiter le montant de crédit. Surtout si c'est pour investir. Maintenant, si c'est un crédit de consommation, comme je l'ai dit, parce qu'on veut payer des fournitures pour son enfant alors qu'il y a une activité rentable qui est à côté,
ça c'est autre chose. Mais si c'est pour des activités où les gens vont répéter les mêmes activités dans le secteur, là, ça peut conduire à un certain... Là, vous mettez l'accent sur le suivi et l'orientation. Et c'est des mécaniques qui ne mentent pas, parce que vous allez voir qu'au début du crédit à la FIA, on est à des taux de 96%, maintenant c'est déjà descendu à 89%. Donc, et puis, bon, il faut considérer deux taux d'ailleurs, c'est-à-dire que les institutions de microfinance qui sont intermédiaires, il y a le taux de remboursement des clients qui sont directement, et puis il y a le taux de remboursement des institutions qui sont intermédiaires au FNM, au gouvernement. Et dans ce cas précis, les taux peuvent être différents. La relation entre le Fonds national de microfinance et les SFD ou les institutions de microfinance, elles ont des mécanismes pour les forcer et que cela peut même rembourser au-delà de ce qu'ils ont. Mais entre les bénéficiaires et les SFD, s'il y a surendettement ou si les activités ne marchent pas, les taux peuvent dégringoler et il y a certains acteurs financiers qui vont quitter le système. Ouais. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs que rencontre le microcrédit à la FIA pour maximiser son impact? Oui, il y a un certain nombre de défis parce que quand tu vois déjà la distribution du crédit au niveau des départements, certains départements en ont eu moins que d'autres. C'est ça. Et là, on peut lier ça à l'inclusion institutionnelle. Parce que si les SFD ou les institutions de microfinance qui servent d'intermédiaires ne se retrouvent pas dans ces départements-là, c'est que le FN n'a pas des relais solides pour pouvoir atteindre les bénéficiaires. Oui. Et puis, il y a quand même des niches que le gouvernement peut exploiter pour maximiser l'impact du microcrédit. Certaines conditionnalités, parce que je suivais votre élément tout à l'heure, vous avez parlé de la supplémentation nutritionnelle des enfants. Effectivement. Ça, c'est une condition, par exemple, qu'on peut mettre. Si vous avez le crédit, il y a tel comportement que vous devez démontrer. Par exemple, donner le supplément nutritionnel à vos bébés, à vos enfants, des trucs comme ça. Ça va avoir l'impact. C'est d'autant plus important que lorsqu'on va faire de la supplémentation sans condition, ou bien on a des mécanismes sans condition, ça ne marche pas généralement. Hier, on faisait une conférence, j'ai donné un exemple d'un projet que j'ai évalué, où les gens ont constaté qu'il y a augmentation du revenu, augmentation des rendements, augmentation du revenu, et pourtant, au niveau de la sécurité alimentaire, il y a des problèmes. Il y a eu des failles. Parce que quand les gens ils ont leur revenu, ils peuvent l'utiliser de 1000 manières. Maintenant, si dans ce projet-là, il y avait cette conditionnalité-là où on dit vous devez avoir un certain nombre de comportements nutritionnels, peut-être que l'impact serait plus grand. Ouais. Donc, ça, c'est des possibilités que le gouvernement peut utiliser, intégrer certains programmes, et ça va faire qu'on aura beaucoup plus d'impact. Oui. Vous avez énuméré tout à l'heure le volet digitalisation que vous avez trouvé un peu favorable justement pour le microcrédit à la FIA. Et quel est alors l'enjeu de la digitalisation des services financiers sur l'accessibilité et la qualité des services à la FIA, surtout pour les populations rurales les moins alphabétisées ou du tout pas alphabétisées? Oui, et comme je l'ai dit, c'est la réduction des coûts de transaction. C'est-à-dire, vous imaginez, prenez le cas des banques par exemple, où nous pouvons utiliser notre téléphone et accéder à notre compte et avoir d'argent. Ouais. C'est-à-dire, moi je suis à Rome, je peux pas je vais me déplacer jusqu'à la banque à Gangui, surtout partant de plus. Partant de plus pour aller. Là, parfois, si c'est que je dois me déplacer pour rembourser un crédit, et le coût est élevé comme ça, parce qu'à cause du déplacement, tout ça, je peux avoir l'argent, et puis brutalement, un autre événement arrive et je l'utilise. Donc, le fait de digitaliser, ça permet d'augmenter le taux de rendement. Ça réduit les coûts pour les bénéficiaires, et ça fait un certain nombre, ça a un certain nombre d'impacts qui sont extrêmement importants. C'est pourquoi ce volet de modernisation du microcrédit est un volet très important. Et le gouvernement a mis les différentes plateformes en place pour que les gens puissent bien gérer ça. Ouais. Quelles sont alors les perspectives d'évolution pour le microcrédit à la FIA au Bénin dans les 5 prochaines années, notamment en termes d'innovation, produits et de couverture géographique? Vous avez parlé justement de la couverture géographique tout à l'heure. Oui, c'est de voir un peu, de commencer par travailler un peu sur les mécanismes d'inclusion institutionnelle, de voir par exemple quels sont les espaces qui ne sont pas couverts par les institutions de microfinance,
essaie de voir quelles sont les conditions. Ce qu'on peut appeler... Il y a même six institutions financières qui doivent être recrutées normalement pour la troisième phase. Est-ce que c'est toujours dans ce cadre-là? Oui, c'est dans ce cadre. Et ce qui veut dire que cette inclusion-là, de voir le coût d'implantation et voir comment on peut les aider. Améliorer le climat des affaires locales. Évidemment, c'est bon d'utiliser les intermédiaires, parce que si on ne les utilise pas, non seulement ça va politiser le crédit, parce que si le FNM va directement sur le terrain, le FNM est une agence du gouvernement, donc ça risque de politiser le crédit, et ça risque de faire en sorte que le mécanisme ne soit pas durable. Or, le mécanisme qu'on a mis en place, où les gens paient un peu de... Quand vous calculez le taux actuariel, c'est un peu de moins de 24%. Or, le taux d'usure pour les institutions de microvigilance, c'est autour de 24%. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si le mécanisme du gouvernement n'est pas en place, les SFD peuvent démultiplier ça. Parce que ça ne fait pas que les SFD sont en perte. Donc, ces mécanismes de durabilité, pour pouvoir les maintenir, l'État doit mettre en place les infrastructures, ce que l'État fait déjà avec les plateformes, et puis de voir aussi dans certaines localités si on peut augmenter un peu de subventions dans un premier temps pour que certaines institutions de microfinance puissent s'installer et que pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'impact. Vous avez commencé par répondre à ma dernière question, parce que je vous demanderais si vous aviez une recommandation politique à formuler au gouvernement, aux autorités béninoises concernant le microcrédit à la FIA, quelle serait-elle? Oui, le microcrédit à la FIA a déjà fait beaucoup d'innovations, c'est-à-dire utiliser la digitalisation pour réduire les coûts, pour faire un certain nombre de choses. Et puis utiliser aussi la SFD comme intermédiaire pour assurer la durabilité, ne pas fixer un taux trop faible qui ne soit pas soutenable ou durable. Donc, il y a ces mécanismes-là qui sont déjà en place. Mais pour pouvoir atteindre certaines zones et pour pouvoir les inclure, l'État doit pouvoir dire les SFD qui sont dans ces zones-là, dans un premier temps, je vous subventionne, et puis avec une subvention dégressive, quand elles-mêmes vont s'installer, elles vont voir les niches, les opportunités qui se présentent, et puis l'État n'est plus obligé de mettre de l'argent. Ouais. Professeur Albert Onoko, je ne peux pas vous laisser partir sans vous arracher un mot sur la formation que vous avez assurée récemment au profit de la plateforme des journalistes de l'UEMOA. Pour la plupart, ce sont des journalistes spécialisés en économie, bourse, finance et développement. Vous avez insisté sur le rôle de l'importance du journaliste économique dans le développement et l'intégration régionale. Parlez-nous un peu des points saillants de cette formation et qu'attendez-vous concrètement de ces journalistes que vous avez formés? J'espère que je ne vous ai pas donné des armes pour que vous posiez les très bonnes questions au ministre des Finances. Mais on posera toujours les bonnes questions, professeur. Au ministre des Finances. Non, mais c'est extrêmement important parce qu'on dit que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et quand on dit quatrième pouvoir, ce que la presse produit, c'est de l'information. Effectivement. Or, l'information est extrêmement importante parce que, comme je dis souvent, ça joue le rôle ça permet d'éviter la sélection adverse. Parce qu'on veut nommer des gens, parfois il y a le gouvernement qui lance des pics pour voir si celui-là il est de qualité, et puis la presse rentre dedans et dit ah non, cette personne-là il avait cherché, il avait eu telle histoire, et que le gouvernement se retire pour dire ah celui-là je ne peux pas le nommer. Donc c'est la presse qui joue sur ça, et que la presse a cette pression. Et deuxième chose, quand les gens sont recrutés et sont mis en place aussi, c'est la presse qui les contrôle, qui dit ben, ce qu'ils font là, j'ai bien, j'ai mal, etc. Donc ce rôle d'aléa moral, c'est un rôle extrêmement important. Or, ce rôle d'information ou des résolutions de problèmes d'asymétrie d'information dans la communauté est un aspect extrêmement important. Et c'est pourquoi, sans même être dans le processus de sélection directe des acteurs, comme les exécutifs, comme un certain nombre d'institutions, la presse joue un grand rôle dans une démocratie. Et quand on parle d'une démocratie, il y a toujours l'aspect économique. Oui, effectivement. C'est pourquoi j'ai vraiment eu la chance d'être recruté par l'UEMOA pour former les journalistes de l'UEMOA. On a formé une 60aine de journalistes où on les a exposés à un certain nombre de concepts. Pourquoi d'abord leur propre activité est une activité économique. Il faut pouvoir l'analyser. Et puis, surtout le dernier chapitre que j'ai aimé, comment mettre un problème à l'agenda.
Comment montrer aux gens que c'est... Par exemple, vous êtes en train de mettre le microcrédit à la FIA, à l'agenda, ce qui est une très bonne chose. Donc, on a informé les journalistes sur un certain nombre de concepts et puis c'était très intéressant. Et je crois que c'est, comme le mois l'a dit, c'est des choses qu'il faut répéter de temps en temps pour que les gens soient à jour sur un certain nombre de mécanismes. Merci à vous, professeur Albert Roloncourt. Nous n'allons pas trop abuser de votre disponibilité. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre un condensé de l'actualité relayée par les médias. Voici la revue hebdomadaire, une réalisation de Hachemokani à Chirbois. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Bénin Intelligent relatait mercredi la visite du président Patrice Talon sur le chantier du nouveau siège du Parlement qu'il qualifiait d'une visite minutieuse, niveau par niveau et n'occultant aucun détail de finition. Patrice Talon a examiné les éléments structuraux et esthétiques du siège. Des rampes d'escalier, les garde-corps en passant par les revêtements intérieurs et extérieurs. Au dernier étage du bâtiment principal, un bureau type aménagé a offert un aperçu concret des futurs espaces de travail des députés. Le président de la République a notamment noté la vue panoramique sur Porto Novo offerte par les baies vitrées et le balcon. Fraternité d'ajouter que pendant plus de 2 heures, Patrice Talon a parcouru les différents blocs et niveaux du bâtiment. Au-delà de l'aspect architectural, Patrice Talon a insisté sur l'importance de l'environnement immédiat du site. L'aménagement paysager doit sublimer l'ensemble, a-t-il déclaré, donnant des instructions claires aux responsables techniques afin que l'édifice déjà majestueux s'intègre dans un cadre urbain harmonieux et valorisé. Le journal pointait encore des voix en faveur de la candidature de Romuald Wadaï. Le samedi 20 septembre, le mouvement pour le développement des Zongo et sympathisants a tenu un meeting d'installation des membres de la direction départementale de la Donga. Occasion pour les responsables et les militants d'adhérer à la candidature du ministre Wadaï. Dans son intervention, l'honorable Ahmed Tidjani Afo Obo, Dissouy, désormais président départemental, a salué le chef de l'État sortant pour sa décision de respecter la limitation constitutionnelle des mandats et de passer le témoin à l'enfant prodige Romuald Wadaï. Au cours du meeting, l'honorable Issa Salifou a rappelé que le MDZS, mouvement politique affilié à l'Union progressiste Le Renouveau, a été fondé à Boïkon sous la présidence de Hamouda Razaki. Pour lui, la rencontre de Basila symbolise à la fois l'installation officielle de Soui à la tête de la coordination départementale et un rappel des troupes en vue des échéances électorales. Le matinal, de son côté, informait qu'alors que l'opposition continue de jouer les prolongations pour ce qui est de la révélation de son duo pour la présidentielle de 2026, la mouvance, elle, met les bouchées doubles pour une parfaite organisation de la cérémonie d'investiture du duo Wada-Intalata. En dessous de cette instance, un comité exécutif subdivisé en plusieurs sous-comités a été institué afin de prendre en compte tous les aspects liés à l'événement. Le leader du jour notait à son tour que les partis de la mouvance sont davantage soudés et organisés pour triompher. À l'approche des élections générales de 2026, la mouvance présidentielle affiche une cohésion remarquable qui tranche avec les habitudes d'antan. Loin des querelles intestines et des dissidences souvent observées à l'approche des grands rendez-vous électoraux, les partis alliés au pouvoir se présentent cette fois-ci comme un bloc uni, déterminé à préserver ses acquis et à renforcer son emprise sur le paysage politique national. Matin Libre, lui, soulignait qu'après une réunion de la coordination nationale tenue le mardi 23 septembre 2025,
Le parti d'opposition, les démocrates, a lancé la procédure de sélection de ses candidats aux élections générales de 2026. Il s'agit des candidats aux élections législatives et communales et surtout à la présidentielle. À cet effet, il a été mis en place 2 comités chargés d'étudier les candidatures des militants qui aspirent à se présenter à ces différentes élections. Un comité national composé de 15 membres constitue l'organe principal d'évaluation. Chaque département désigne un représentant. Le président du parti nomme un représentant, le secrétaire exécutif et le secrétaire chargé des affaires électorales nomment chacun un représentant. La mission du comité, rapporte BIP Radio cité par le journal, est d'évaluer les dossiers des candidats à l'investiture. Dans la suite, Fraternité renseignait vendredi que le mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement, via le ministère du Cadre de Vie et des Transports et en collaboration avec l'Agence nationale des transports terrestres, a officiellement lancé la phase expérimentale de la lettre de voiture électronique internationale. Cette réforme s'inscrit dans la stratégie de professionnalisation du secteur engagé depuis 2016. Ce nouveau dispositif, géré par le système de gestion du fret routier, vise à améliorer la traçabilité, réduire les fraudes et fluidifier les échanges. Et puis Bénin Intelligent parle du programme de filet de protection sociale productif Bessoké qui entre dans sa phase opérationnelle. Dans la soirée du jeudi 18 septembre, les premiers transferts monétaires ont été versés aux ménages des 12 communes pilotes couvrant les 12 départements du pays. Le lendemain, vendredi 19 septembre, 20 621 bénéficiaires, dont 85% des femmes, ont découvert sur leur téléphone portable le montant alloué pour ce premier mois, 208 272 100 francs CFA. Cette phase pilote prévoit la distribution mensuelle de transferts pendant 9 mois. Un appui productif supplémentaire de 50 000 francs CFA sera versé au 6e et 9e mois afin de soutenir les activités génératrices de revenus. Au terme de cette première cohorte, près de 4 millions de francs CFA auront été mobilisés pour les populations des 12 communes pilotes. La montée en puissance progressive du programme permettra ensuite de toucher l'ensemble des 77 communes du Bénin après certification des ménages par l'Instad. Et de son côté, la nation renseignait que l'autorité de régulation du secteur de la santé a procédé au lancement officiel de la Charte des droits et devoirs des patients au Bénin le mardi 23 septembre à Cotonou. Entre témoignages de patients et médecins victimes d'abus en milieux hospitaliers, les principaux orateurs ont salué l'avènement de cet outil de dialogue entre les parties prenantes dans le dispositif de soins de santé. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, a salué cet acte fort dans la transformation du système sanitaire béninois. Les effets des actions traduisent notre détermination à ce que chaque Béninois obtienne des soins de santé conformes aux normes, a-t-il affirmé. Il a également insisté sur la portée morale et humaine du test. Dans ces colonnes, Matin Libre informait que le gouvernement de la République du Bénin organise les 27 et 28 septembre une conférence internationale sur la nutrition, suivie d'une table ronde de mobilisation de ressources et des acteurs pour une nutrition au service du développement durable en Afrique. Des dirigeants d'organismes spécialisés de l'ONU, des universitaires et acteurs de diverses catégories se joindront aux autorités béninoises pour participer à l'appel à la prise de conscience des États sur le coût de la malnutrition et son impact sur le développement. Pour finir, dans la semaine, le système financier a fait l'objet d'un article de la part du journal La Nation pour lequel le paysage financier ouest-africain s'apprête à vivre une révolution technologique majeure. Le 30 septembre marquera l'entrée en vigueur de la plateforme interopérable du système du paiement instantané dans l'ensemble de l'espace UEMOA avec une implication différenciée selon les pays membres.
Pour le Bénin, cette date historique verra 3 acteurs financiers majeurs, Coris Bank, Aura Bank et Move Money, obtenir l'autorisation d'ouvrir ces services innovants au grand public. La PISPI représente l'aboutissement de plusieurs années de travail technique et réglementaire mené par les institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a expliqué le journal. La fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Notre invité média est déjà confortablement installé. Bonsoir Rachida Tour, bien moment. Allez, bonsoir mon cher Ulrich, vous allez bien, j'espère. Très bien. Vous êtes journaliste à Bénin TV, la télévision du service public. Et bien exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous démarrons le décryptage par l'investiture de Romuald Wadani, figure éminente de la politique économique nationale, qu'on ne présente plus. L'activité se tiendra à Parakou. Ouais. Au-delà du protocole, quel message politique fort le gouvernement cherche-t-il à adresser aux populations et à la diaspora en choisissant cette ville et cette personnalité à cet événement? Merci Ulrich. Le 4 octobre, je pense, hein, si je ne me trompe, la cité des Koboro va réunir, on va dire, tous les soutiens, n'est-ce pas, en faveur de Romuald Wadani et Talata. Et donc, quel message? Je pense que c'est un message d'équilibre régional. Je pense que c'est un message qui veut, d'accord, qu'on considère désormais aussi Parakou comme étant une grande ville du Bénin, un peu comme Cotonou. On ne va pas toujours passer son temps à tout faire dans la ville de Cotonou. Il faut bien aller aussi dans les autres localités. Je pense qu'il n'y a pas d'autre message en dehors de celui-là. C'est-à-dire que quoi? On va à Parakou, c'est une localité du Bénin, comme toutes les autres localités du Bénin. Accueillir un tel événement, ce qui est sûr, ça va être une très grande fête, une grande mobilisation. La ville de Parakou sera en ébullition. Et quand on a un peu tendu le micro de l'autre côté de Bénin TV, quand on a tendu notre micro aux populations de Parakou, je pense qu'elles sont assez réceptives. Elles sont très contentes que pour une fois, en tout cas, un tel événement se tienne dans la ville de Parakou. Oui. Est-ce que le choix de cette ville peut être aperçu comme un renforcement du rôle de Parakou, c'est-à-dire dans la dynamique de la décentralisation et surtout de développement territorial équilibré et prôné par le gouvernement actuel? Exactement, vous avez même déjà répondu à la question, disons-le clairement. Aujourd'hui, c'est vrai que Cotonou se développe, hein, Parakou aussi, mais je pense que Parakou n'a pas grand-chose à envier, hein, à la ville de Cotonou. Les infrastructures se développent, la ville se modernise, et donc aujourd'hui, le faire à Parakou, c'est positionner également Parakou comme étant l'une des vitrines du Bénin. Le message est clair, le message est simple. Ouais. Et quel pourrait être alors le principal défi ou la demande la plus pressante des populations de Parakou et surtout du septentrion, c'est la demande que ces populations exprimeraient justement à l'égard de Romuald Wadani, surtout quand on se souvient que la crise, qu'il y a une crise suscitée par des déclarations d'un ancien ministre et qui a mis alors en poste et qui a mis en difficulté un autre ancien ministre, cette scène a eu lieu bien évidemment à Parakou aussi. Alors, le message, ce n'est pas forcément à l'endroit des populations de Parakou, non. À Parakou, je pense que Romuald Wadani s'adressera à tous les Béninois. Ouais. Que vous soyez de Parakou, de Kandi, de Cotonou, de Tukuntuna, ça va être un message en faveur de l'unité nationale. Ce n'est pas un message réservé spécifiquement aux populations de Parakou. C'est un message d'unité nationale. C'est un message de bien-être, c'est un message de réappropriation, si on veut même, hein, de notre vision, de notre façon de voir le Bénin. Parce que Wadani, vous le savez, c'est l'audace même incarnée. C'est un monsieur qui
à son poste ministériel, a pratiquement, on peut le dire, brisé tous les tabous. C'est un monsieur qui, sur les marchés financiers, a fait preuve d'une grande audace. Donc, je pense que c'est un message qu'il va envoyer en direction de la jeunesse, prioritairement parce que c'est un jeune, que les jeunes se mettent désormais au travail. Et c'est un message aussi d'espoir, je pense qu'il va adresser aux populations. Oui, c'est difficile. Oui, ce n'est pas facile. Mais le Bénin a déjà montré, à travers, dans bien d'occasions, qu'il est un peuple résilient, qu'il est un peuple capable de faire face à tous les obstacles. Et donc, finalement, c'est un message qui va rassembler les Béninois, réconcilier également les Béninois avec eux-mêmes. Et je suis certaine qu'à cette occasion, les gens vont découvrir plusieurs facettes de Romuald Wadaï. Pas seulement le technocrate. Non, pas le technocrate, non. Et c'est là même le défi de l'homme. Aujourd'hui, et je puis même ajouter que décider de le faire à Parakou, c'est un peu amener le candidat de la mouvance à aller au plus près des populations. Oui. Voilà, c'est le monsieur qui n'est pas forcément terrain, c'est le monsieur qui ne descend pas toujours, mais il a l'occasion aujourd'hui d'aller rencontrer les populations du Nord, d'aller leur parler, d'aller leur expliquer d'une certaine façon aussi sa vision. On n'est pas encore en campagne, hein, disons, donc on va pas... Donc, je pense, Ulrich, que le choix de Parakou, très sincèrement, n'est pas mauvais. Parlons à présent des prouesses du microcrédit Alafia au-delà des chiffres globaux de décaissement. Quels sont, selon vous, les indicateurs de succès concrets en termes de réduction de la pauvreté, de création d'emplois ou d'autonomisation des femmes? Alors, il n'y a qu'à entendre les femmes pour savoir que le microcrédit Alafia, c'est une success story, comme dirait voilà, le bon manager. C'est un succès, c'est une réussite, les résultats sont là. Les femmes aujourd'hui sont davantage autonomisées. Il n'y a pas, je pense, de résultats plus édifiants que ceux-là. Parce que quand vous tendez vos micros aux femmes, elles se disent aujourd'hui, voilà, avec ce que j'ai pu obtenir, je ne dépends plus forcément de mon mari, j'arrive à prendre en charge la famille, même quand le monsieur, il n'y parvient pas. On sent que le microcrédit Alafia, en tout cas, a apporté aux femmes une certaine indépendance financière. Et donc, du coup, franchement, c'est à féliciter, et c'est heureux d'ailleurs, qui est une troisième phase, et c'est encore plus heureux que l'enveloppe financière qu'on accorde aux femmes aujourd'hui ait été augmentée aujourd'hui 200 000. La vie évolue. Le marché aujourd'hui est de plus en plus cher. C'est pas qu'au Bénin, hein, c'est un peu partout. Donc, on a voulu, en tout cas, offrir aux Béninois, on va dire, une capacité d'investissement qui soit conséquente, n'est-ce pas, à leur projet. Imaginez ce qu'on peut faire avec 200 000. C'est énorme. Ouais. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, le microcrédit réussi, un microcrédit remboursé, et le gouvernement passe à 200 000 francs. Est-ce à dire que c'est parce que le taux de remboursement est encourageant ou c'est juste parce que la demande devient plus importante? La demande devient plus importante, mais c'est surtout parce que le taux de remboursement est régulier. Voilà. Je pense que si ce n'était pas le cas, la troisième phase, voilà, il y aurait eu un flop. Parce que quand on passe de 30 000 à 100 000, puis on passe de 100 000 à 200 000, c'est qu'on a su à gérer 100 000. Parce que si vous ne parvenez pas à bien gérer 100 000, si vous ne parvenez pas à bien investir 100 000, on ne pourra pas vous donner une cagnotte de 200 000. Donc c'est pour dire que c'est la preuve, en tout cas, que les sous, l'argent qu'on a donné à ces femmes a servi vraiment à investir. Elles ont vraiment investi comme il faut, et surtout qu'elles ont fait preuve aussi d'une gestion rigoureuse de ces sous. Parce que sans une gestion rigoureuse, je ne pense pas que le gouvernement serait passé à la troisième phase. Je ne vous rappelle pas les déboires qu'on a eu il y a quelques années, toujours avec le microcrédit. Pas le microcrédit Alafia, hein, sous un régime précédent. Il y a eu mauvaise gestion, il y a eu pas mal d'intermédiaires, des gens qui créaient des clubs et qui donnaient, on va dire,
le microcrédit à leurs parents, à leurs proches, il n'y avait aucune exigence, on va dire, de remboursement. Donc, du coup, moi, je pense que c'est vraiment une très belle chose, Ulrich, que le gouvernement ait augmenté la cagnotte. Et c'est vraiment que le microcrédit à la FIA participe à l'inclusion financière au Bénin. Et ce n'est pas un hasard si les autres pays nous l'envient. Ce n'est pas un hasard si les autres pays viennent ici pour apprendre, n'est-ce pas, de l'expérience du Bénin. Oui. Votre dernière intervention m'amène à vous demander si le programme est véritablement suffisamment inclusif. Oui, je pense qu'il est inclusif. Ouais. Oui, je pense. Oui, je suis péremptoire. Il est inclusif. Tel que il est conduit aujourd'hui, franchement, on n'a pas besoin d'être forcément d'un camp pour reconnaître que c'est une bonne gestion de la cagnotte, en tout cas, réservée à ce programme. Vraiment bravo, on ne peut que féliciter ça. Je reprends vos mots en disant que c'est un success story. Ouais. Mais voilà. Troisième sujet de notre entretien, vous avez certainement suivi les récentes invectives sur les réseaux sociaux entre Béninois et Gabonais. Le gouvernement sonne la fin de la récréation en rappelant qu'il y a des lois qui encadrent toute activité sur le numérique. D'abord, quelle est votre lecture de cette guéguerre entre les peuples frères du Bénin et du Gabon? Alors, comme dirait quelqu'un, je ne veux accepter ni les factieux ni les factions. C'est pour dire que je ne souhaiterais pas prendre parti ni pour le peuple gabonais ni pour le peuple béninois. Il faut dire que c'est dommage. Hein. C'est dommage que des enfants d'Afrique, des fils et filles d'un même continent, censés se tenir par la main, c'est dommage qu'on en vienne à vivre de pareilles situations. C'est déplorable, mais il faut saluer en tout cas la maturité et la clairvoyance, on va dire, de l'État gabonais qui n'a pas cédé tout de suite à la fureur de son peuple, qui voulait que l'État prenne des décisions, on va dire, radicales. Il faut saluer cette maturité, cette clairvoyance. Et après, cela, il faut aussi saluer, on va dire, le calme, la pondérance de l'État béninois qui n'a pas tout de suite voulu aussi se jeter à l'eau. J'ai entendu des gens parler d'une diplomatie de la retenue, d'une diplomatie qui n'est pas allée tout de suite, on va dire, une diplomatie qui n'a pas réagi, on va dire tout de suite. Mais vous savez, devant certaines situations, il vaut mieux privilégier le dialogue, il vaut mieux privilégier la communication. Et je pense que c'est ce que le gouvernement béninois a fait. Il a privilégié le dialogue avec le peuple gabonais qui est un peuple frère. Et le Bénin a tenu à marteler cela. Les Gabonais ne sont pas nos ennemis. Les Gabonais, ce sont nos frères. Et c'est dommage tout ce qu'on a vécu un peu, tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a le sentiment que, sous le prétexte qu'on est influenceur, sous le prétexte qu'on est TikToker, on peut se permettre de tout dire, de tout faire. C'est dommage. Moi, j'observe, on va dire, cette situation avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce que les journalistes que nous sommes, finalement, je me dis, mais nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Les réseaux sociaux mènent une concurrence incroyable, n'est-ce pas, aux journalistes que nous sommes. Est-ce que c'est pas parce que les journalistes aussi délaissent le terrain? Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ce que je veux dire, mon cher Ulrich. Dans cette crise entre le Gabon et le Bénin, dites-moi quel est le média béninois qui a vraiment apporté l'information et la bonne information aux citoyens béninois. Je n'en vois pas. Il n'y en a pas eu. Les informations que nous avons eues ça et là, ce sont des TikTokers, des influenceurs qui ont apporté ces informations sur la scène publique. On a même vu des TikTokers qui se sont déplacés pour aller au Gabon. Quel est le journaliste aujourd'hui qui a ces moyens-là, se déplacer pour aller jusqu'au Gabon? Il n'y en a pas. Nous vivons pour la plupart du temps dans la précarité. On peine à vivre. Les salaires ne sont pas ce qu'ils doivent être. Les organes même de presse aujourd'hui
peine, souffre. C'est tellement, c'est une dure réalité que nous vivons aujourd'hui et qui fait que le journalisme traditionnel aujourd'hui, comment je peux dire ça? Est en agonie? Voilà, très bien, vous avez trouvé le mot juste, est à l'agonie, mais encore une fois, vous l'avez dit, la faute à qui? La question reviendra bientôt. J'aimerais bien vous demander, est-ce que ces échanges ont un impact mesurable sur les relations diplomatiques entre le Bénin et le Gabon? Est-ce que ces impacts et ces échanges sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de TikTokers, beaucoup de cyberactivistes qui ont échangé, qui ont dit beaucoup de choses. Est-ce que ces échanges des deux côtés ont eu un impact mesurable sur les relations diplomatiques entre le Bénin et le Gabon? Je ne pense pas. Je ne pense pas, même s'il y en a eu en tout cas, les deux États ont fait preuve de maturité. On ne l'a pas senti. Ouais. Franchement, on ne l'a pas senti. Les deux États ont montré à quel point ils étaient dans une relation diplomatique assez efficace. D'accord? Le Bénin aussi n'a pas perdu la face face à cette situation. Le Bénin a fait ce qu'il doit faire. Et je pense que les relations diplomatiques au sortir de cette crise, je suis certaine que les relations diplomatiques entre le Bénin et le Gabon vont davantage se renforcer. Et il faut appeler à l'apaisement. Il faut appeler au calme. Les réseaux sociaux, c'est vrai, on entend n'importe quoi. On se lève pour peu qu'on a un Android et qu'on se dit qu'on a une certaine liberté d'expression. On se lève, on raconte n'importe quoi. Mais nous devons savoir raison garder, faire la part des choses. Il y a des Béninois qui vivent au Gabon depuis 40 ans, depuis 50 ans, qui ont leur vie là-bas. Et il y en a même qui ne connaissent pas, le Bénin, qui vivent là-bas. Donc franchement, c'est facile. Tout comme il y a des Gabonais ici. Oui, tout comme il y a des Gabonais qui sont ici. Donc c'est facile quand on ne vit pas au Gabon. C'est facile quand on est quelque part en France ou ailleurs. C'est facile de dire des choses. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les Béninois se sentent en sécurité là-bas au Gabon. Et je pense, oui. Que les Gabonais se sentent aussi en sécurité. Les Gabonais aussi se sentent en sécurité ici. C'est de la réciprocité. Voilà. Ouais. Et au-delà de la répression ou de l'appel à l'ordre, quelles actions préventives, selon vous, peuvent être envisagées pour sensibiliser la jeunesse et les internautes à une citoyenneté numérique responsable afin d'éviter la récurrence de ce type d'invective? Il faut juste ce qu'on appelle une éducation aux médias. Il faut éduquer les populations aux médias et c'est en cela aussi que les hommes de médias que nous sommes, que les groupes de presse doivent intervenir parce que ce sont les médias qui informent, ce sont les médias qui sensibilisent, ce sont les médias qui éduquent, ce sont les médias qui dénoncent aussi, on va dire, les tares de la société. Donc nous avons vraiment un grand rôle à jouer. L'État ne peut pas tout faire. Ce que l'État fait, ça reste dans un cadre strict de relations bilatérales entre deux pays. Et le message a été déjà lancé. On dit il faut appeler au calme. Il faut apaiser les deux peuples. Nous, les hommes de médias, qu'est-ce que nous faisons alors de ce message lancé par les deux gouvernements? Jouons notre partition. Éduquons notre population, n'est-ce pas, à une gestion, on va dire, efficace du numérique. D'accord? Quand on va sur les réseaux sociaux, il faut que chaque citoyen sache que quand on va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour dire n'importe quoi, ce n'est pas pour faire des commentaires blessants, des commentaires à la limite dégradants. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il faut avoir le cardio pour être sur les réseaux sociaux. Moi, franchement, je félicite ceux qui y sont. Parce que c'est pas... Non, c'est vraiment pas évident. Est-ce une démission très rapide? Une démission de qui? De vous. Homme de médias? Ouais. Une démission de vous et moi, vous voulez dire? Je demande, je ne pose que la question. Vous êtes aussi homme de médias comme moi. Donc je pense qu'il faut déjà proposer des contenus qui sensibilisent, des contenus qui montrent que sur le numérique, c'est pas de la pagaille. Il faut vraiment le faire. Merci à vous, Rachida Toubia, maman. Bon dimanche à vous.
Merci beaucoup, Ulrich. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement observer une pause publicitaire pour faire un clin d'œil à nos partenaires et on revient en plateau pour la dernière ligne droite de cette émission. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vos clients ou autres partenaires dans l'exercice de vos activités. Vous avez des difficultés à recouvrer vos créances. Vous avez des chantiers dont l'exécution est bloquée parce que vous ne vous entendez pas avec votre partenaire d'affaires. Des divergences d'interprétation des clauses de vos contrats vous opposent à vos partenaires d'affaires, retardent ou compliquent ainsi l'exécution de vos obligations contractuelles. Le CAMEC Bénin se tient à votre disposition dans une perspective de sécurisation des investissements et d'obtention d'une justice plus rapide, plus souple, plus adaptée à la nature de litige et au moindre coût. Le CAMEC Bénin dispose des arbitres, des médiateurs et des conciliateurs agréés, compétents et expérimentés. Les décisions rendues sous l'égide du CAMEC Bénin ont même autorité et même force juridique qu'un jugement du tribunal. Choisissez le CAMEC Bénin pour un règlement efficace et rapide de vos litiges. Infoline +229 01 69 33 70 70. Email contact@camec.bj. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Sur les côtes du Bénin, un carrefour moderne se développe, ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Avec le soutien de l'Union européenne, le port de Cotonou est au cœur du progrès, favorisant la mobilité des personnes, le commerce et le développement économique. Source d'emplois dans différents secteurs et de meilleures conditions de travail, le port de Cotonou devient une plaque tournante de transport majeur qui libère un flux d'opportunités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact +229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans l'univers d'un artiste dont la musique n'est pas seulement un rythme, mais plutôt un étendard pour les oubliés. Né à Boïcon et ayant grandi à Covey, Judikel Renoussou Avaondo
plus connu sous le nom de Sahel. La CIP, entendez, célébrité incroyable du peuple, porte bien son pseudonyme, une étendue vaste et influente sur la scène musicale béninoise. Depuis 2019, ce virtuose du rap et du R&B, chantant majoritairement en fond, mais maniant très bien le français, a su se démarquer. Nommé dans 2 catégories au FESQ-GV Award en 2022, il a notamment décroché le trophée de l'étoile montante de la musique urbaine. Mais au-delà des hits comme Naïtié ou Griga avec Vano Baby, c'est son engagement qui résonne le plus fort avec des projets engagés comme le maxi Enfants de rue. Celle, la CIP utilise sa voix pour défendre les enfants en situation difficile, transformant chaque morceau en un puissant plaidoyer. Après avoir foulé de nombreuses scènes nationales, nous allons maintenant rencontrer l'artiste dont le cœur est aussi grand que son talent. Voici le guerrier. Ça la CIP. Comment peut parier sur l'échec d'un vrai guerrier? Moi je suis né pour briller, bolo bobo cloisé. Tu n'es pas mon dieu, on n'est même pas familier. Pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir ce qui m'est destiné? Cherche pas à parler, pas d'où de tes projets. Même Imani Wanou, y'a tout mon beau un secret. Ton succès fera mal aux gens plus que leur échec. Azéwe, Yakabia, Kuna, ils sont tous des pestes. Tu laisses ta ville, vont mélanger. Un peu comme à checker, moi personne ne peut me chuter. Je suis un vrai guerrier, Adjemé Anadou qu'empêcher. Bon, Alphen abandonné, rien ne peut te sauver. Je te jure, tu vas sauf t'écouler. Imagine nous Djemeo, Mini bien mi demeo, Imagine nous Djemeo, Mini bien mi demeo. Comment peut parier sur l'échec d'un vrai guerrier? Moi je suis né pour prier, Ngolo bobo gloisé. Tu n'es pas mon dieu, on n'est même pas familier. Pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir ce qui m'est destiné? Comment peut parier sur l'échec d'un vrai guerrier? Moi je suis né pour prier, Ngolo bobo gloisé. Tu n'es pas mon dieu, on n'est même pas familier. Pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir ce qui m'est destiné? Enfant de rue fort, baba, je veux mon lit, pour prendre soin de ma famille. Enfant de rue fort, baba, je veux mon lit, pour prendre soin de ma famille. Je voulais être doux avec mes soldats autour. On le fait pour les sous, ils font semblant d'être sourds. Ils prient pour que j'échoue, pour me tester faut être fou. Ceci c'est pour mes EDRE, puissant comme le DFE. Rap mettant de faibles comme ABCDE. Ceci c'est pour mes EDRE, puissant comme le DFE. Rap mettant ancien. Comment peut parier sur l'échec d'un vrai guerrier? Moi je suis né pour briller, Ngolo bobo gloisé. Tu n'es pas mon dieu, on n'est même pas familier. Pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir ce qui m'est destiné? Comment peut parier sur l'échec d'un vrai guerrier? Moi je suis né pour briller, Ngolo bobo gloisé. Tu n'es pas mon dieu, on n'est même pas familier. Pourquoi veux-tu m'empêcher d'avoir ce qui m'est destiné? Enfant de rue fort, baba, je veux mon lit, pour prendre soin de ma famille. Enfant de rue fort, baba, je veux mon lit, pour prendre soin de ma famille. Fabrique plus 10. Mon gars, j'y peux le banquier. Voilà, notre invité, il est déjà bien installé sur ce plateau. Bonsoir Sahel. Bonsoir. Pourquoi Sahel? Pourquoi ce nom Sahel? Sahel, c'est un nom que j'ai juste choisi comme ça. Pourquoi? Certainement qu'il y a quelque chose qui vous a motivé par rapport. Bon, pas vraiment. Juste que j'ai aimé l'orthographe en fait. Ouais. L'orthographe Sahel? Ouais, du nom. D'accord. Donc c'est un peu comme le désert. Ouais, exactement. Ah ben voilà, assez vaste. Très vaste. La CIP. Ouais.
Dites-nous, j'ai remarqué que vous avez choisi fond comme langue de prédilection. J'ai fait le tour un peu de vos clips. Qu'est-ce que chanter en fond vous permet d'exprimer et que le français n'arrive pas à faire? D'abord, il faut dire que au Bénin, c'est le fond qui est la langue la plus parlée. Ah, quand vous allez au nord, on ne vous dira pas la même chose, hein, mais de toute façon, je vous concède ça. Ouais, mais c'est la première langue du Bénin en fait. Bon, à part le français. Bon, d'accord. C'est la première langue nationale. Si vous le dites. Ouais. Donc, j'ai choisi de faire ma musique en fond parce que j'ai envie de véhiculer des messages que la plupart peuvent comprendre. Ouais. Parce qu'au Bénin, c'est pas comme la Côte d'Ivoire où même dans la rue, les gens arrivent à s'exprimer en français. Au Bénin, c'est pas ça. Ouais, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de... Ouais. Votre musique est décrite comme un mélange de rap et R&B. Quelles sont les influences spécifiques au Bénin ou ailleurs qui ont plus façonné ce mélange-là que vous adoptez et ce qui donne un caractère unique et que l'on retrouve chez vous? Au Bénin, vous parlez des artistes ou bien? Oui. En tout cas, au Bénin, on sait que vous avez fait un featuring avec Vano Baby, donc ne me citez plus Vano Baby. En tout cas, il y a quand même les blazes, les anciens quand même, et hors du pays. Qui sont ces anciens-là à peu près, qui vont influencer cette musique à votre niveau? Qui ça? Quels sont ces anciens chanteurs de R&B ou du rap qui ont influencé cette musique à votre niveau? Il y a Blaze. Blaze, il y a, les H2O. Oui. En tout cas, tous les anciens quand même. Oui, ça vous a permis de faire un beau mélange. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus chez, par exemple, Blaze? Je prends le cas de Blaze, par exemple. Bon, Blaze, c'est un père, c'est un gars, bon, il s'est démarqué. C'est un gars comme moi, je dirais. Oui. Il s'est démarqué tout seul. Oui. Et il est très intelligent. En plus d'être un artiste, un très grand artiste, il est très intelligent. Ouais. Ouais. Il arrive à faire ressortir certains aspects qui touchent véritablement les couches défavorisées. Et c'est justement là où j'allais en vous posant cette question parce que j'ai remarqué que vous avez un engagement fort pour la défense des enfants de la rue. En tant qu'artiste, considérez-vous votre musique avant tout comme un divertissement, un moyen d'expression ou un outil militant ou social? Bon, en même temps, je divertis et je véhicule aussi des messages. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus touché pour que vous défendiez beaucoup plus ces enfants de la rue? Bon, moi, à la base, je ne suis pas un enfant de rue. À la base, je n'ai pas grandi dans la rue. J'ai grandi à la maison, à côté de ma maman et tout. Mais tout ne se passait pas comme cela se doit. Ouais. J'ai côtoyé aussi des gars et étant à la maison, j'ai côtoyé des gars de la rue et je sais un peu comment ça se passe. D'accord. Ouais, donc, c'est dans toutes ces optiques-là que j'ai décidé de faire. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas dans la rue, mais vous faisiez le mélange entre la rue et la maison, c'est ça? Au début, je n'étais pas dans la rue, mais à un moment donné, j'ai décidé de rentrer dans la rue, histoire de me chercher, d'expérimenter des choses. Parce que d'abord, étant à la maison, ça ne se passait pas vraiment comme cela se doit. Ouais. Donc j'ai décidé de... Et qu'est-ce qui vous a touché chez les enfants de la rue? Ce qui m'a touché? D'abord, un enfant de rue, c'est pas forcément... D'abord, il y a cette truc-là qu'on doit faire comprendre. Un enfant de rue, c'est pas forcément un gars qui fume ou bien un gars qui fait du délit. Non, ça, c'est pas ça un enfant de rue. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, par exemple, vous allez à Tokwa, par exemple, à Missebo, vous allez voir des gars. Il y a ceux-là qui font du délit. Et il y a en même temps ceux-là qui sont là juste pour travailler. Et rentrer dans la maison et gagner leur vie. Exactement. Ouais. Et tous ceux-là font partie de la rue. Oui, effectivement. Ouais. Donc, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est
c'est la détermination de ces gars-là. Oui. Ouais, la détermination de ces gars-là. Parce que ils ne comptent sur personne en fait. Il y a ceux-là qui ont décidé de se chercher par leur propre volonté et il y a ceux-là qui n'ont pas le choix. Ouais. Donc, il y a tous ces aspects-là qui m'ont touché. Puis, des enfants qui se retrouvent, des enfants qui se retrouvent dans la rue et qui se battent pour pouvoir survivre, c'est bien justement l'image qui vous a le plus touché. Et aujourd'hui, quand vous chantez, c'est comme un plaidoyer à l'endroit de ces enfants-là qui sont en difficulté. Et vous avez bien fait de marquer cette nuance-là. Tous les enfants de la rue ne sont pas des drogués, ne sont pas des divorcés sociaux. Ils sont dans la rue. Parfois, ils se retrouvent contraints d'être dans la rue. Et justement, comme ils se battent, ils ne sont jamais fatigués. Et vous avez un son qui s'appelle « Jamais fatigué ». Nous allons suivre ça. Jamais fatigué. Je prie Dieu de me bénir quand je pense à mon avenir. Je bosse toujours jour et nuit, mais ça va pas, j'ai pas compris. Chaque fois quand je prie, y a une voix qui dit mon fils, faut espérer, je t'ai dit, mais jusqu'à quand tu m'as pas dit. Mais je suis pas fatigué à haut, je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Je suis pas fatigué à haut, je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Même si c'est dans 20 ans, je vais toujours espérer. Je suis un guerrier, un vrai battant. Je ne vais jamais me décourager. Oui, les mouvements, nos chakis vibres, nos dates d'affaires, nos pommes, nos lait de BD. Le rond est souvent, bien dans le rond. Mais il y a bien dans la tité. J'ai beaucoup étudié, j'ai de gros diplômes. Pourtant, j'ai ton CV à haut. Je veux voir mon cas à haut. Je sais du pouvoir à haut. Nous, Milan, ouais, mais maman. Viens négocier les enfants de rue, un jour deviendra un grand. Je prie Dieu de me bénir quand je pense à mon avenir. Je bosse toujours jour et nuit, mais ça va pas, j'ai pas compris. Chaque fois quand je prie, y a une voix qui dit mon fils, faut espérer, je t'ai dit, mais jusqu'à quand tu m'as pas dit. Mais je suis pas fatigué à haut, je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Je suis pas fatigué à haut, je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Il ne faut jamais abandonner le conseil de tous mes bien-aimés. Mais bien voilà dit loué, imagine maintenant bien dans le retrouvé. Donc à quel bojo do akawe, on a raison de traiter les billes. Maintenant il faut se les miro côté bé, mais cochon les ni les yakmondi. Donc à quel bojo do akawe, on a raison de traiter les billes. Mais aussi quand même on libre à couer, et quand on c'est pour la vie. Nous millénaires, ouais, mais maman. Viens négocier les enfants de rue, un jour deviendra un grand. Je prie Dieu de me bénir quand je pense à mon avenir. Je bosse toujours jour et nuit, mais ça va pas, j'ai pas compris. Chaque fois quand je prie, y a une voix qui dit mon fils, faut espérer, je t'ai dit, mais jusqu'à quand tu m'as pas dit. Mais je suis pas fatigué à haut, je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Je suis pas fatigué à haut, je suis pas fatigué à haut, jamais fatigué. Je suis pas fatigué à haut, jamais Jamais fatigué, une signature de Sahel, la CIP, jamais fatigué. On sent que là, vous avez bien précisé dedans que là, une voix vous dit d'espérer. Mais la voix ne vous dit jamais d'espérer. Jusqu'à quand espérer? Comment est-ce que vous avez eu cette inspiration? C'est un soir, j'étais là et j'ai analysé beaucoup de choses. J'avais déjà sorti Grigra avec Vano. D'accord. Et j'étais là et je réfléchissais parce que les choses ne se passaient pas vraiment comme on espérait. Parce que
quand tu n'étais encore personne, tu te disais que si je travaille maintenant jusqu'à un niveau donné, ma vie serait comme ouais. Donc, quand tu arrives à atteindre ce niveau-là, d'abord, c'est pas un grand niveau, hein, mais au moins, quand tu arrives à atteindre un niveau donné, Oui. il devrait quand même avoir une amélioration. Oui. Et quand je fais toutes les analyses, je vois que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et j'ai même fait une publication et dans laquelle j'ai dit que je voulais vraiment abandonner. La musique. Ouais. Histoire de m'évacuer dans une autre chose, voir comment ça va se passer et tout. Et après la publication, j'ai eu tellement de messages. Ah bon? Tellement de messages. Et le message vous encourageait à lâcher ou à continuer? Bon, il y a ceux-là qui me demandent la raison. Et il y a ceux-là qui disent que je ne peux jamais abandonner, que ce n'est pas le moment. Et dans ça, il y a même un artiste très connu, un aîné, que je respecte beaucoup, qui m'a appelé. Il m'a dit il m'a demandé où, et je lui ai dit que je suis à la maison. Il m'a dit de lui indiquer ma maison. Et je ne m'attendais même pas à ça. Il est venu. Il m'a dit de descendre, parce que j'étais dans une maison à étage. Ouais. Il m'a dit de descendre, j'ai descendu. Il m'a pris dans sa voiture et il m'a amené à la plage. Wow. Et il m'a tellement moralisé que quand je suis rentré, j'ai écrit le morceau là. Vous connaissez très bien l'artiste dont je parle. Ouais. C'est Tigang. Ah d'accord. À qui je fais un gros big up. C'est le moment de lui rendre hommage et lui dire une fois encore merci. Merci à Tigang pour ses conseils qui ont permis à Sahel de tenir justement. Et c'est ça justement ce que nous avons sur cette émission, c'est les histoires derrière les compositions, les histoires derrière l'artiste, parce que nous voyons souvent l'artiste à l'antenne, nous voyons l'artiste à travers ses clips, mais c'est qui réellement cet artiste, qu'est-ce qu'il vit réellement derrière sa peau d'artiste, c'est ce que nous avons souvent vivre dans cette émission. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Nous savons que l'EP Street Life est sorti en 2024. Et quelles sont alors les actions en cours, les initiatives concrètes que vous envisagez mener? Pour l'EP ou bien... Oui, pour l'EP, la promotion. Est-ce qu'il y a des concerts en vue? Est-ce qu'il y a encore d'autres sons qui sont en train d'être travaillés? Oui, il y a beaucoup d'autres sons qui sont en train d'être travaillés. Et pour côté concert, il y a forcément un concert qui arrive. Je ne sais encore quand, mais il y a forcément un concert qui arrive. Ouais. Peut-être en 2025. En 2025. D'accord. Vous avez remporté le trophée de l'étoile montante de la musique urbaine de l'année 2022. Quelle pression ou quelle motivation supplémentaire cette reconnaissance a-t-elle généré pour vos projets? Est-ce que quand vous avez reçu ce trophée, comment vous vous êtes senti? Je me suis senti dans l'obligation de plus prouver en fait. Ouais, parce que déjà la nomination, c'est parce qu'on m'a remarqué qu'on m'a nominé. Effectivement. Et le trophée là, la catégorie là ne faisait pas partie de des catégories de la nomination. D'accord. Donc c'est une trophée de reconnaissance. Une trophée ou un trophée. En tout cas. Un trophée, oui. Ouais, c'est un trophée de reconnaissance et que j'ai reçu. Donc la catégorie dans laquelle on m'avait nominé, je n'avais même pas remporté ça. Ouais. Donc c'est un trophée de reconnaissance. Donc je me suis dit que c'est le moment de... C'est une exhortation à mieux faire. Ouais. Ouais. Le titre Griga, vous l'avez fait avec Vano Baby, et je l'ai dit tout à l'heure, voilà. C'est l'une de vos chansons les plus populaires. Ouais, comment analysez-vous cet engouement, la manière dont le public a reçu cette chanson? D'abord, la chanson, quand j'écrivais la chanson, moi-même je savais que ça allait être un hit. Ah bon? Ouais. Déjà? J'étais très persuadé. Très persuadé. Parce que avant le son là, j'avais déjà fait Bandit, Enfant de rue, Kosata, Jessica, que les gens appréciaient bien. Donc je savais déjà que ça allait être un hit. Maintenant, comment faire pour que ça soit un hit genre vraiment impactant, c'est ce qui m'a poussé à proposer le projet à Vano. Parce que je sais que c'est quand même le plus suivi
le plus en vogue depuis un très bon moment. Donc je sais que si je lui fais monter sur le projet, ça va donner un impact encore plus... Donc, et comment ça s'est passé la collaboration entre ton aîné Vano Baby et toi? C'est un grand frère que je côtoyais déjà avant le featuring. D'accord. On se connaissait déjà, on s'est déjà vu, je pense, 3 fois. Et on était même ensemble lors de son anniversaire en 2022. Donc il me connaissait très bien. Et lorsque j'ai écrit le projet, lorsque j'ai d'abord posé le refrain avec mon couplet, et je lui ai envoyé le projet par le biais de son beau-frère. Parce que son beau-frère connaissait mon manager et tout. Donc, on a proposé le deal au beau-frère et c'est le beau-frère qui lui a parlé de ça. Et il m'a dit d'envoyer le projet. Et puis, je lui ai envoyé le projet et direct, il a validé. Donc, c'est comme ça. Ça s'est bien passé. Très bien. Oui. Et pendant le clip, est-ce que ça ne s'est pas senti un peu défavorisé, un peu faible? Parce que quand on chante avec un aîné, souvent on se dit ah ben j'ai peur de mal faire. Est-ce que c'est pas arrivé? Bon, d'abord, il n'était pas là quand moi je tournais mes parties. Et il était arrivé dans la soirée parce qu'il a une seule partie à gérer. Donc il était là dans la soirée et comme moi j'ai déjà tourné la majorité, de un, j'étais déjà un peu fatigué avant qu'il n'arrive. Et quand je me suis dit, avec la fatigue là, est-ce que je peux assurer? Parce que on le connaît très bien, c'est un grand frère très... Qui travaille beaucoup. Donc j'avais un peu peur de ne pas être à la hauteur. Et le jour là, c'est lui-même qui me motivait. Il me dit, vas-y, fais-y. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, nos salutations à Vano Baby qui encourage justement ses jeunes frères. Nous allons rapidement suivre ce clip, une portion justement de ce clip, le Griga, qui est le featuring entre Sahel et Vano Baby. C'est Vano Baby. Ndiaru ya mesanti, sans famille, sans soutien, voilà ils s'en mettent. Auro koro ko bolero kento do ino babu na se don konya tuto. Mize nu kono te ko no de jajo o situation ki na dia bon na wa ni boso. Wa son bon no grigra tan tan tan. Un fon go du no lutra, don tu no na yende. Aso go du no grigra tan tan tan. Afon go du no lutra, un jour ça va payer. Tu dois voler de tes propres ailes. Moi, maman, de boubé à vivre me faire. Papa m'a dit, maman m'a dit, des minards qu'on veut que l'eau me découvert. Bon, bien, rue à mes boudons à bâti. Maman, ni de fille, ni petit frère, ni de frère. Boy, là, y'a un bouzou à Dioto. Enfant de rue, la bioué, y'a quoi nous. Et j'aime non, nous, maman, non, le bouton. Et j'aime non, nous, papa, non, le question. A bandien, nous, bon, nous, de fille, mina, non, c'est ça, elle, là, c'est bien. Ndiaru ya mesanti, sans famille, sans soutien, voilà ils s'en mettent. Auro koro ko bolero kento do ino babu na se don konya tuto. Mize nu kuno te ko ponu de jajo o situation ki na dia bon na wa ni boso. Wa son bon no grigra tan tan tan. Un fon go du no lutra, don tu no na yende. Aso go du no grigra. Ça, la CIP, très rapidement un mot pour tes fans. Tes fans qui te suivent actuellement, un mot à l'endroit de tous ceux-là qui t'aiment bien, qui t'accompagnent, qui travaillent avec toi. D'abord, je leur dis un grand merci parce que c'est grâce à eux. Je me rappelle même, et il y a quelques semaines, je traversais un moment très difficile et ce qui fait que j'étais même plus actif sur les réseaux. Et ils m'ont envoyé beaucoup de messages, beaucoup de commentaires sur mes anciennes publications. Et donc, je leur dis un grand merci et restez connectés. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et une personne à qui vous devriez aussi dire merci, c'est Gilda Sestil Agodji, qui d'ailleurs m'a donné votre contact et qui
c'est grâce à lui que vous êtes ici, justement, sur ce plateau. C'est lui qui nous ouvre, justement, le portail de ces artistes, parce que notre devoir, c'est d'accompagner ces jeunes artistes, ces jeunes talents, qui font également la fierté de la musique béninoise, sans distinction aucune. Nous recevons tous les talents. L'essentiel, c'est de les accompagner à notre manière. Merci à Ghislain Estil Agodji. Il est le président d'honneur de l'Amicale des jeunes managers du Bénin. Il a reçu récemment un trophée qui fait de lui le manager de l'année 2025 et le manager des managers. Merci à vous pour toutes ces opérations de charme qui nous permettent d'avoir les artistes sur le plateau du grand format. Merci aussi à vous, Sahel l'ACIP. Merci d'avoir accompagné notre émission. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin du grand format de ce dimanche 28 septembre 2025. Merci à tous les invités qui ont répondu présents sur ce plateau et merci pour leur riche contribution. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Au revoir, portez-vous bien.